On accueille Christophe Clergeau pour le Parti socialiste. Merci, monsieur Clergeau. Bonjour. Alors, allez-y. Effectivement, l'eau, elle est disponible pour ça. Christophe Clergeau, député européen depuis 2023, donc à la suite d'Éric Andrieux, candidat à la 5e position sur la liste Parti socialiste Place publique intitulée « Réveiller l'Europe », donc menée par Raphaël Glucksmann. Alors François, je te laisse la parole. Oui, alors, on voit que les agriculteurs ne sont pas forcément dans les meilleures places sur votre liste. Est-ce que vous avez une explication aussi c'est plus difficile pour des socialistes de trouver des agriculteurs à mettre sur une liste européenne ou... Il y a une agricultrice, Thémanuata Girard, vice-présidente de la région Centre-Val de Loire, qui est en 20e position. Ouais. Et il y a deux qui essayent d'être des bons spécialistes des politiques agricoles, moi-même en 5e et Éric Sargiacomo en 11e. Donc j'ai entendu Jérémy de Serre, j'ai toujours plaisir à l'entendre. J'espère pour lui qu'il soit élu. Mais finalement, ceux qui sont mobilisés sur les questions agricoles sont en meilleure position que sur d'autres listes parfois. Oui. Alors au-delà de la boutade, vous insistez dans votre programme qui est assez dense sur le plan agricole sur la nécessité justement de favoriser le consommer local. Comment on nourrit toute une population avec du local? Comment on fait en sorte que la GMS, la grande distribution, on n'achète pas finalement à l'extérieur, en dehors de la France? Comment on s'y prend et comment on s'y prend aussi pour donner accès finalement à une production locale pour les plus modestes? Alors d'abord, je ne crois pas que notre programme mette l'accent en particulier sur le consommer local. C'est un des aspects. Mais on sait très bien que l'enjeu premier, c'est celui de la souveraineté alimentaire européenne, être capable de produire en Europe l'essentiel de ce dont on a besoin pour nourrir les Européens. Et quand Raphaël Glucksmann dit que l'Europe doit retrouver son indépendance, sa souveraineté et redevenir un continent de producteurs, ça vaut aussi pour les questions agricoles et alimentaires. Donc, tous les circuits sont importants à combiner et la question de l'accès à l'alimentation, elle se pose quelle que soit la manière de se nourrir des uns et des autres. C'est une question de pouvoir d'achat, c'est aussi une question d'éducation nutritionnelle. Et Guillaume Garot a défendu à l'Assemblée nationale un texte sur les territoires zéro faim. C'est vrai que se mobiliser tous ensemble pour lutter contre la précarité alimentaire, ça serait un objectif mobilisateur positif. Et il y a pas mal d'outils qu'on peut combiner au niveau social et au niveau territorial pour le faire. Donc oui, les circuits courts, c'est un outil parmi les autres, mais une approche territoriale de l'alimentation, les plans alimentaires de territoire par exemple, devraient devenir obligatoires et c'est une dimension essentielle des politiques agricoles. Obligatoire dans toute l'Europe ou en France ? Là encore, je partage ce qu'a dit Jérémy, le obligatoire dans toute l'Europe est parfois un peu compliqué. Mais déjà, inciter dans toute l'Europe. Et maintenant qu'en France, on a une première expérience sur une base volontaire, œuvrer à leur généralisation dans les pays qui souhaitent s'engager dans cette voie et le faire reconnaître par l'Union européenne, ça me semblerait tout à fait positif. Et vous voulez, là aussi dans le programme, sortir l'agriculture du libre-échange. On n'est pas les seuls. Ça veut dire quoi ? Et effectivement, l'Union européenne importe, mais elle exporte aussi des produits agricoles et alimentaires. Voilà, comment vous faites pour sortir l'agriculture du libre-échange et est-ce que vous êtes favorable à l'instauration de clauses miroirs et comment vous allez faire pour les faire adopter? Alors, les clauses miroirs, c'est un outil de protection. S'assurer que les produits qui rentrent sur le territoire européen respectent les règles européennes, c'est un élément de base. Mais si on est-ce que vous êtes contre ou pour ou contre le fait de continuer à signer des accords de libre-échange? J'y viens. Si on fait des clauses miroirs tout en gardant un principe général de libre-échange, ça ne marchera pas et ça n'existera pas. Ce que nous considérons, c'est que libre-échange, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire abaisser les barrières tarifaires ou les barrières non tarifaires pour faciliter la libre circulation des produits. Entre deux États ou entre deux groupes d'États. Et c'est, de notre point de vue, une manière de voir l'échange qui est aujourd'hui néfaste à l'ensemble des agricultures, qu'elles soient ici ou qu'elles soient dans le reste du monde, qui fait une pression sur les prix et qui détruit de l'emploi et de la valeur. Donc nous proposons de rompre avec le libre-échange sur l'agriculture et l'alimentation. Si le secteur des vins et des spiritueux veut rester dans les accords de libre-échange, pourquoi pas ? Une bouteille de vin sous appellation, c'est pas la même chose qu'un litre de lait ou qu'un hecto de blé. Qu'un fromage Non, fromage, il serait plutôt avec le litre de vin. Mais ce que nous disons, c'est qu'on peut retrouver le sens
d'un échange juste et équilibré, un échange qui crée de la valeur de part et d'autre des termes de l'échange. Ça s'appelle le commerce équitable. Certains trouvent que c'est microscopique, mais c'est une approche de la relation commerciale juste. Et on avait, dans les années 70, des échanges sur des contingents, avec des cahiers des charges, avec des prix garantis sur des périodes pour réguler les relations commerciales entre pays ou entre ensemble des pays. Donc il n'y a pas un seul chemin pour commercer. On peut commercer dans la justice à l'échelle planétaire, et on peut faire la souveraineté alimentaire européenne en faisant aussi la souveraineté alimentaire en Afrique ou au Brésil. La souveraineté alimentaire, c'est pas l'Europe forteresse. Juste, j'ai pas compris pourquoi vous me disiez que le fromage serait avec le litre de vin. Ceux qui sont sous appellation et qui considèrent que parce que leur produit est unique, il peut supporter les accords de libre-échange. D'accord, si donc c'est leur choix, faisons-le. Vous le limitez aux appellations. Je pense qu'il y a des produits spécifiques sous appellation qui ne sont pas dans la même situation de mise en concurrence à l'échelle mondiale que des produits génériques comme le lait, le blé ou la viande de bœuf, et qu'il faut protéger ce qui est l'élément de base de l'alimentation, même si c'est très important de manger du fromage, notamment au lait cru, et de boire du vin, notamment sous appellation. Alors, juste par rapport au budget de la PAC, donc vous proposez de multiplier par 4 le budget européen, donc pour atteindre 5% du PIB. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est du budget de la PAC? Dans quelle mesure il suit cette hausse? Vous voyez ce que je veux dire? Mais très bien. D'abord, moi, je voudrais que le monde agricole dénonce tous ceux qui refusent l'augmentation du budget européen, parce que ceux qui refusent l'augmentation du budget européen préparent la mise à mort de la PAC. On est face à un mur d'investissement pour la transition écologique, on est face à un enjeu majeur d'accompagnement de l'élargissement à l'Ukraine, à la Moldavie et aux Balkans occidentaux. Donc soit c'est la logique d'immobilisme européen et de repli national, c'est le discours d'extrême droite et ça tuera la politique agricole commune, soit on affronte ce mur de la dette et du budget et on dote l'Europe des ressources propres nécessaires. Et les ressources propres, nous on les a indiquées, taxer les super riches, les super profits, les transactions financières, c'est simplement récupérer une partie de la richesse supplémentaire créée depuis 10 ans pour alimenter un budget qui permet de financer une PAC ambitieuse. Évidemment, la PAC ne va pas faire x3 pour la France dans un budget qui augmenterait. Il faut discuter comment on intervient sur un pays comme l'Ukraine. Mais la PAC, elle doit augmenter dans un budget européen qui augmente fortement si on veut aider les agriculteurs à relever les défis de la transition écologique et si on veut préserver le revenu des agriculteurs. Et la question du revenu des agriculteurs, pour nous, c'est la question essentielle. Alors, plus d'Europe, mais peut-être plus de réglementation ou pas? Parce qu'on a bien vu durant la crise que la question de l'exigence normative était sur la table. On a des agriculteurs qui refusent pas toujours les normes, mais qui sont un peu perturbés par cette exigence administrative qui manque peut-être de clairvoyance, du moins c'est ce qui ressort dans les entretiens. L'applicabilité de la règle européenne est pas si perceptible que ça. Vous en pensez quoi justement? Enfin, vous proposez quoi comme réponse à ces agriculteurs qui critique finalement l'Union européenne pour sa lourdeur administrative, cette exigence normative? D'abord, je rejoindrai ce qu'a dit... D'autant que dans votre programme, il y en a quand même un petit paquet aussi d'exigences normatives. Ce qui est vrai, c'est que dans notre programme, on affronte les questions, on ne les met pas sous le tapis en pensant qu'elles ont disparu. Que ce soit la question du changement climatique ou des pesticides, de toute façon, ces questions sont là. Et il faut bien s'y confronter et proposer des solutions. Donc oui, nous, on assume nos responsabilités en proposant des réponses européennes. Ensuite, j'étais hier matin en visio avec les responsables de la filière forestière, on ne parle pas que d'agriculture, et ils me signalaient, par exemple, les quasi-impossibilités à instruire chaque lot de bois dans le référencement lié à la lutte contre la déforestation. Et ils me posaient la question de savoir si cette directive devait être appliquée en intra-européen ou si on devait considérer les États européens comme exemplaires du point de vue de la déforestation. Ça fait partie de sujets concrets et intéressants. Mais moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on prenne cette question de la surtransposition française ou de la réglementation pour essayer de se débarrasser de toute évolution sur la question écologique. Jérémy a raison, si on faisait autrement les lois européennes, si le Parlement et les acteurs étaient mieux associés dès le départ, si on faisait des crash tests quand la Commission élabore ses textes ou en cours d'examen parlementaire, on ferait les choses mieux.
Et quand dans les textes on dit que la Commission peut faire des actes délégués ou des actes d'exécution, là aussi, les professionnels et le Parlement devraient être étroitement associés à l'élaboration de ces textes pour qu'on puisse en permanence revoir les modalités d'application en tenant compte des retours terrain. Un texte de loi, ça doit pouvoir vivre dans le temps entre ces grandes lignes et puis ces dispositifs très opérationnels. Donc c'est une autre manière de manager les politiques européennes qu'il faut inventer pour l'agriculture, mais c'est aussi vrai dans beaucoup d'autres secteurs. Et vous parlez de lancer la phase 2 du Green Deal et de la stratégie de la ferme à la table. Mais on a bien vu que la phase 1 a mis les agriculteurs européens dans la rue. Donc, qu'est-ce que vous leur répondez? Et puis, qu'est-ce que vous mettez dans cette phase 2? La PAC a mis les agriculteurs européens dans la rue. Je rappelle qu'il n'y a aucune disposition du Green Deal qui s'applique aux agriculteurs aujourd'hui. Aucune. Pas une seule. Et que c'est, pour moi... Parce que sur la fin des mandats, ça n'est pas passé, ça n'a pas été voté. Mais je ne dis pas, je reviens mais que vous le avez raison, est vous avez absent. raison. Mais moi, je considère que c'est d'abord la question du revenu. D'abord la question de l'incapacité de la PAC à affronter les crises, la volatilité du marché, les phénomènes climatiques, son inadaptation profonde de cette politique libérale aux défis d'aujourd'hui. Elle est en fin de cycle, et il faut la refonder. Et bien sûr, il y avait des mobilisations contre des éléments de réglementation, de surtransposition, etc. Mais la question centrale, c'est la question du revenu. Et les solutions développées, solutions entre guillemets, depuis 6 mois, elles ont apporté quoi pour le revenu d'un éleveur dans ma région ou en Bretagne? Zéro, absolument zéro. Alors que le Green Deal, il ait inquiété le monde agricole, qu'il ait créé une angoisse et une exaspération sur qu'est-ce qu'on attend de nous, c'est quoi notre place dans la société, c'est quoi le contrat entre la société et le monde agricole, à quels objectifs on doit répondre, que les agriculteurs aient voulu dénoncer les injonctions paradoxales. Moi, ça, je le comprends parfaitement. Et du coup, il y a quoi dans le Green Deal, la phase 2 du Green Deal? Eh bien, il faut le reprendre à zéro. Parce que les pesticides, le texte Sustainable Food System, donc le texte de politique alimentaire, puisque quand même dans cette union, on n'a pas légiféré sur la politique alimentaire depuis très longtemps. Il faut quand même reparler du Nutri-Score, il faut quand même reparler des questions santé-agriculture, y compris pour protéger un rapport à la diversité de l'alimentation, refuser la stigmatisation des aliments. Donc, il faut reparler des pesticides, il faut reparler de la gestion durable des haies, les BCAE qu'on a fait sauter, la protection des infrastructures écologiques, il faut bien en reparler aussi. Donc là, on a 1 an, c'est extrêmement court. Et quand la DG Agriculture nous dit que le groupe à haut niveau, là, qui se réunit dans le plus grand secret à Bruxelles, va pondre un rapport en août et que ça va être la base de la discussion, moi je le dénonce déjà. La base de la discussion sur la PAC doit être une discussion ouverte avec les parlementaires, avec les élus locaux du comité des régions, avec l'ensemble du monde agricole, avec les ONG, avec les associations de consommateurs. On a 1 an pour refonder une politique européenne ambitieuse et un pacte entre le monde agricole et les sociétés européennes. Ça ne se fera pas uniquement dans les bureaux fermés à clé de la DG Agri. Vous parliez des grands absents finalement de cette politique agricole commune. Les grands absents quand même des programmes agricoles, et vous êtes en fait pour le Parti socialiste en charge de ces questions-là, ce sont les salariés de l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir que 935 000 actifs non familiaux interviennent dans les exploitations françaises. Ce chiffre a explosé dans l'Union européenne. Quel est votre programme pour ces travailleurs de la terre, ces producteurs agricoles ? Alors moi, j'élargirais encore votre propos parce que ce que nous voulons faire, c'est une politique alimentaire et agricole commune. Donc effectivement, il y a la question des salariés agricoles, mais il y a aussi la question des salariés de l'industrie agroalimentaire. Et leur destin, il est entièrement lié. Dans ma région, quand on parlait des actifs agricoles, il y a 10 ans, c'était 2% de la population. La chaîne de valeur, c'était 10 à 15% de la production. Mais les salariés dans les exploitations, qui sont de plus en plus nombreux, finalement, on les accompagne comment? On voit bien qu'il y a des mouvements de population qui se jouent à l'échelle de l'Union européenne. Comment on les accompagne? Écoutez, moi, ça m'intéresserait d'en discuter avec leurs patrons. Parce que c'est quand même à la filière elle-même de dire comment elle voit l'évolution entre les chefs d'exploitation, les salariés agricoles. Est-ce qu'elle souhaite le développement d'exploitation où il n'y a plus que des salariés agricoles? Dans ces cas-là, de quelles compétences elle a besoin? Comment elle veut les rémunérer? Est-ce qu'il y a une approche spécifique des salariés agricoles par rapport aux salariés de l'industrie ou d'autres secteurs? Moi, je ne le sais pas.
y compris quand il y a des choses que je ne sais pas, dont je ne suis pas spécialiste, je le dis, je ne suis pas compétent pour avec tout. les exploitations de Mais plus en moi, plus... j'avais compris, excusez-moi, juste, j'avais compris qu'on se battait pour avoir une agriculture de type familial et avec encore un pilotage des exploitations agricoles par les chefs d'exploitation et leurs associés ou leurs familles. Donc moi, je suis à fond pour qu'on renforce les droits, la formation, les salaires des salariés agricoles. Mais derrière cette question, je voudrais savoir quel est le débat sur l'avenir du modèle de l'exploitation agricole. Il y a encore un modèle de l'exploitation familiale, parce qu'on voit bien que seuls 18% des chefs d'exploitation en France travaillent avec un conjoint ou une conjointe, et que la plupart des exploitations familiales sont dépendantes, même les plus petites d'entre elles, d'un travail salarié. Est-ce que vous souhaitez alléger les charges sociales aussi, destinées finalement à ces petits patrons aussi, qui sont aussi et avant tout des employeurs, avant d'être des papas et des mamans? J'ai jamais vu dans mon expérience, et j'étais premier vice-président en charge de l'économie et de l'innovation de la région des Pays de la Loire, que la course à la baisse des charges sociales soit le premier levier de développement économique. Qu'on parle de compétences, de conditions de travail, d'accès à la formation, ça oui, c'est des leviers de compétitivité. La course à la baisse des charges, non. Par contre, la convergence des salaires à l'échelle européenne, la bataille pour un salaire minimum, ce que nous avons fait passer dans la loi, la bataille demain pour un revenu minimum, pour des négociations salariales dans tous les pays, pour réduire les écarts de salaire et limiter le dumping social intra-européen, ça oui, je pense que c'est important. Mais quand je discute dans les régions avec les agriculteurs, quand ils me parlent d'agriculture familiale, ils me parlent plutôt de taille d'exploitation, on va dire à taille humaine, où plusieurs associés, quelle que soit la forme que prend juridiquement la structure, pilotent ensemble une exploitation avec effectivement des salariés, mais où ceux qui pilotent ensemble l'exploitation sont le cœur de l'activité économique. C'est ça que j'appelle l'agriculture familiale. C'est pas uniquement le ou la chef d'exploitation, son conjoint, sa conjointe. Parce que je ne sais pas pourquoi on dirait toujours le chef d'exploitation et sa conjointe. Hein, ça peut être l'inverse. Mais c'est cette agriculture à taille humaine, à taille moyenne, qui est quand même la spécificité de la France, qu'il faut défendre, y compris dans l'Union européenne. Ce n'est pas le modèle dominant aujourd'hui. Et il faut qu'on discute ensemble de comment on le défend à l'échelle européenne. On a eu l'exemple sur les IED de comment on situait la question de la taille moyenne des exploitations par rapport à l'approche des normes européennes. Merci. Au niveau des aides PAC, donc vous voulez éliminer les aides à l'hectare pour aller vers des aides à l'emploi et à l'utilité écologique, justement. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que comment ça se met en place? Aujourd'hui, un nombre d'hectares, on va dire, c'est officiel. Dans toute l'Europe, c'est référencé. Enfin, comment on référence cette notion de l'emploi et de l'utilité écologique pour baser les aides PAC? L'emploi, ça me semble être aussi officiel que okay. Les hectares. Le bilan écologique d'une exploitation, moi j'étais sur la ferme expérimentale de Trévarez dans le Finistère il y a quelques jours avec Raphaël Glucksmann. Il y a des modèles qui permettent de développer des référentiels qui retrace une approche écosystémique d'une exploitation, l'ensemble de ses impacts, et y compris en passant, qui permettent de défendre l'élevage face à une approche strictement de la vache qui serait émettrice de gaz à effet de serre et donc qu'il faudrait éliminer pour réduire les émissions. Donc on n'est peut-être pas aujourd'hui totalement prêt. Ouais, c'est pas simple quand même. Je dis pas que c'est simple, mais est-ce que la solution actuelle marche? Non. Donc moi je plaide pour qu'on trouve une autre solution qui combine les deux principaux, c'est l'emploi et les services écologiques. Mais nous, on veut aussi tenir compte des objectifs de production et de la qualité des produits. Et quand on dit les objectifs de production, si on est sérieux sur les questions de souveraineté alimentaire, ça veut dire qu'il faut réintroduire une part de planification européenne sur la reconquête de certains marchés et pourquoi pas des aides ciblées sur des objectifs de reconquête de production, même si ce seraient des aides transitoires. Donc il n'y a pas qu'une aide à mettre en place, il faut retrouver une batterie d'outils qui permet de viser les objectifs que l'on se donne dans la prochaine PAC. La PAC actuelle, c'est quoi ces objectifs? Vous la connaissez, vous? Moi, je ne la comprends plus. Donc moi, j'ai besoin qu'on redéfinisse ces objectifs et qu'on reboucle les dispositifs d'aide sur les objectifs. Après, moi, je ne suis pas le technicien qui fait le dispositif. Par contre, si je disais qu'on avait besoin de travailler vraiment ensemble, c'est parce qu'il faut ensemble débattre des principes et débattre des modes opératoires et le faire en moins d'un an si on veut le faire avant
que les textes arrivent sur la table du Conseil et du Parlement. Ouais, pas simple quand même. Est-ce que les politiques sont simples ni dans le monde agricole ni dans les autres? On doit faire un travail d'invention, de créativité. Non mais c'est sérieux, le monde a changé considérablement. Si on réinvente pas les choses et si on continue comme avant, on sera à côté de la plaque. Alors même question, même punition, si vous aviez un argument pour convaincre de voter pour vous, quel serait-il en matière agricole? Auprès des agriculteurs. Et auprès des agriculteurs? Ben, disons qu'il y a deux arguments. Un, on va revenir plus nombreux qu'avant au Parlement européen, on y aura plus d'influence et on jouera un rôle important dans l'avenir des politiques agricoles. Et peut-être que nous, socialistes, on est les mieux placés pour rétablir le dialogue, pour faire en sorte que la construction d'un avenir commun ait lieu, qu'on sorte des oppositions stériles, du climat de guerre civile au Parlement européen depuis 1 an, où tout le monde s'envoie les anathèmes à la figure et où il ne se passe rien et où on décide plus de rien. Le monde agricole n'a pas besoin d'immobilisme, il a besoin de clarté dans les positions, de volonté de dialogue et de construire ensemble. Et c'est ça ce que nous voulons faire avec souveraineté européenne, révolution écologique et justice sociale. C'est vrai pour le monde agricole comme pour les autres secteurs dans la société. Merci. Merci beaucoup. Merci Christophe Clergeot.